Bonjour à tous, merci d'être présents à cette session autour de .NET. Je m'appelle François Bouteruche. Jusqu'à la semaine dernière, je travaillais chez Microsoft. Là, j'ai repris ma liberté. Je suis ici pour vous parler du reboot de .NET. Parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. C'est un peu comme ce matin, pour venir à Condorcet, j'ai pris un train intercité. Quand j'ai pris mon billet de train, je me suis dit ah, ça va pas être cool un train intercité. J'avais cette vieille image des vieux trains qui n'ont pas évolué depuis 30 ans. Puis ce matin, je suis monté dans un train. Il était tout neuf, flambant neuf. J'étais super bien installé. Et j'espère que vous aurez la même impression à la sortie de cette conférence, de vous dire que .NET, qui pour beaucoup est un peu has-been, eh bien en fait, parce que beaucoup ont raté un peu le reboot de .NET là, ces dernières années avec .NET Core. Et donc j'espère qu'à la fin de cette conf, vous aurez envie de redonner un petit coup d'œil à .NET Core. Donc, pour vous repositionner un petit peu cette histoire de ce reboot de .NET, justement, je vais faire un peu d'histoire. Qui fait du développement .NET ici? Ouais, je suis sur un public de personnes. Est-ce que vous savez quand est sorti .NET? Ouais, j'entends vers les années 2000, effectivement. Donc le 13 février 2002. Donc l'idée était de se dire comment on va simplifier le développement d'applications Windows et d'applications web. À l'époque, les applications Windows, c'était plutôt du C++ MFC, voire directement du C avec les API Win32. Et le développement d'applications web, c'était des pages ASP, donc Active Server Page sur Windows. Donc c'était un petit peu hardcore. Donc l'idée était de se dire, on va proposer .NET Framework 1.0 pour monter sur quelque chose d'un peu plus haut niveau. Et c'est à cette date que le .NET Framework 1.0 est né. Alors qu'est-ce que .NET? Est-ce que vous avez une définition de .NET? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance? Non? Il y a un framework, effectivement. Alors, c'est un runtime et une API. Donc, il y a un runtime d'exécution, un peu comme la JVM, et une définition d'un ensemble d'API qui vont être disponibles à travers les différents langages supportés par la plateforme. Donc, justement, je viens de parler de langage. Quels sont les langages qu'on peut utiliser avec .NET? C#, VB.NET, effectivement. Il y a F# aussi. Il y a PHP avec un projet open source qui est porté par la .NET Foundation qui s'appelle pitchpy.io et qui permet finalement de développer en PHP et de compiler en code intermédiaire pour que ça s'exécute sur le runtime. Q#, non, Q# on ne fait pas encore partie parce que là on est sur quelque chose expérimental, effectivement. Qui est le concepteur principal de C# à l'origine? Non, c'est pas ton arrière-grand-père. C'est Anders Ellsberg. J'espère que j'aurai pas encore une nouvelle fois écorché son nom de famille. Donc Anders, il a été à l'origine du langage Turbo Pascal, puis du langage Delphi, mais les gens le savent moins, il est aussi à l'origine du langage TypeScript. Qui fait du TypeScript ici? Ouais, il y a déjà du monde. Donc il y a pas mal de gens qui disent ouais, C#, vous faites du TypeScript, et c'est quand même le même concepteur, et il y a beaucoup de concepts de TypeScript qui étaient déjà présents dans C#. Et à quel langage, par exemple, C# a longtemps été comparé? Alors il y a le C, oui, et Java surtout, ça a été souvent la compétition, on va se dire les choses comme elles sont. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à l'époque qui se sont inspirés de Java au départ, notamment sur la notion de portabilité, puisque l'idée était aussi de refaire un peu comme la JVM. La réalité, c'est que pendant très longtemps, la portabilité, elle n'a existé que sur les différentes plateformes Windows. Puis il y a eu le projet open source Mono, où ils ont implémenté un runtime open source qui tournait sous Linux. Et puis, on va y venir tout à l'heure, maintenant il y a .NET Core. Donc je vais faire un peu d'histoire, je vais avancer un petit peu dans l'histoire. Donc je vous ai dit en 2002, février 2002, là, avril 2003, on passe à une nouvelle version du framework, 1.1.
Et ça fait un petit peu mal. Alors, qu'est-ce qu'apportait cette nouvelle version du framework qui était un changement censé être mineur, donc il y a des petites choses type le support d'IPv6. On se demande pourquoi en 2003 ils s'embêtaient déjà avec ça, parce qu'on n'a toujours pas résolu ce problème-là, mais ils l'implémentaient déjà, le support de DBC, des bases de données Oracle. Par contre, il faut se rappeler qu'en 2003, Internet, c'était encore balbutiant, et mettre à jour le runtime .NET ou la JVM sur tous les PC qui pouvaient se trouver à tous les endroits de la planète, c'était bien plus compliqué qu'aujourd'hui où nos PC, bien souvent, sont en permanence connectés à Internet et récupèrent les updates en permanence. Le contexte était complètement différent, et à chaque fois qu'on avait des updates de runtime comme ça faisait un peu mal. Donc on continue, 3 ans plus tard, janvier 2006, version 2 du runtime. Donc là encore, des petites douleurs, parce qu'il faut mettre les PC à jour. Souvent, ça passait finalement par une nouvelle version de Windows. Dans la nouvelle version suivante de Windows, on avait la version suivante du runtime. La version 2, il y avait quand même pas mal de choses assez sympas pour les langages, notamment le support des classes partielles, des types nullables, des méthodes anonymes, des itérateurs, des types génériques. Tout ça, c'est venu grâce à l'évolution du runtime, donc c'était important aussi de pouvoir évoluer. Et puis, je ne sais pas si vous avez... oula. Je me suis trompé, je reviens. Voilà, là on a fait une petite blague aux gens. Janvier 2006, on est en version 2.0. Novembre 2006, on est en version 3. Et c'est pareil, la version 3, elle amenait pas mal de choses intéressantes. Notamment, je vous le disais, .NET a été pas mal fait au départ pour faire des applications desktop. On ne parlait pas autant du web à l'époque. Et l'idée, c'était de se dire, ok, si on utilisait DirectX, maintenant il y a des cartes graphiques dans tous les PC, si on utilisait DirectX pour faire du rendu d'application. Donc ça, c'était Windows Presentation Foundation, WPF, avec toute la stack de langage XAML. Si on supportait SOAP, parce qu'à l'époque, en 2006, REST, c'était dans aucun esprit. Aujourd'hui, dès qu'on pense service, web service, on va penser REST, HTTP, JSON ou gRPC pour les microservices. Et à l'époque, on parlait de SOAP avec des bons vieux langages XML. On ne se posait pas la problématique qu'il fallait que ça passe dans un tuyau de téléphone mobile. Donc l'implémentation sous .NET Framework, c'était Windows Communication Foundation. On a fait aussi une implémentation d'un gestionnaire de workflow, Windows Workflow Foundation, qui a été assez peu utilisé. Et on continue comme ça, avec souvent des problématiques de ça n'a pas été inventé ici, donc on le refait. Et si on faisait notre propre Flash, voilà, ça c'est Silverlight, je ne dirai pas plus. Voilà, il y a des gens qui s'en souviennent encore. C'est pas 2017, pardon, c'est 2007, la sortie du .NET Framework 3.5. Alors ça, par contre, c'est pour moi une petite réussite. L'idée, c'était de se dire, et si on requêtait des collections d'objets avec une syntaxe de type SQL-like, et ça, c'était vraiment pratique. C'est Welcome Link, donc pour Language Integrating Natural Query. Donc c'était toutes les requêtes qu'on pouvait faire en select, from, directement sur des collections d'objets. Ça, on peut aujourd'hui toujours l'utiliser en .NET. Et ça, c'était vraiment quelque chose de novateur à l'époque pour faire du requêtage d'objets. Et on continue. Tiens, Hibernate, c'est super bien. Et si on développait un ORM Entity Framework, version 1.0, alors ça c'est un epic fail. Il faut se rappeler pour ceux qui ne savent pas, à l'époque de la V1, il y a un collectif d'à peu près 1000 software développeurs, des gens plutôt bien calés dans le domaine à l'époque, principalement des Américains qui suivaient ça, qui ont signé un manifeste en disant non, sortir un truc qui fonctionne aussi peu, c'est pas possible. Donc là c'était vraiment un epic fail parce qu'il n'y avait rien qui fonctionnait, ça plantait de partout. Ceci dit, Entity Framework a bien évolué aujourd'hui et c'est un framework de ORM qui fonctionne très très bien. En 2009, qui est-ce qui a fait qui a utilisé Webform? Voilà. Qui a souffert avec les ViewState? Voilà, le même nombre de personnes. Et donc l'idée c'est de se dire, si on arrêtait les ViewState, donc là on a lancé ASP.NET MVC 1.0 pour Model View Controller. L'idée des Webforms à l'époque, quand on a lancé ça, tout au début de .NET, c'était de dire on a plein de développeurs aussi qui savent faire du WinForm, donc des applications
desktop où ils ont un designer, ils font du drag and drop de contrôle, ils minent ça. Et avec Webform, on va finalement leur apporter cette simplicité-là dans le web, sauf que ça masquait beaucoup d'interactions qui se passaient entre le client et le serveur finalement, et que entre ce qu'il y avait dans le navigateur et le serveur, il y avait quand même le protocole HTTP, et il y a plein de gens qui se sont lancés là-dedans sans vraiment bien comprendre les tenants et les aboutissants du protocole HTTP. Donc beaucoup de douleur après sur le débugage. Et donc ASP.NET MVC, là on a repris une vision modèle vue contrôleur, quelque chose de stateless, en tout cas dans le protocole. Si on voulait gérer ces états, c'était soi-même qu'il fallait le faire. Donc quelque chose de beaucoup plus propre et qui se rapprochait de ce qui se faisait sur les autres stacks. Et ça, c'était vraiment la première pierre vers une plateforme web moderne, et j'ai dit bien la première pierre. On continue, alors il y a eu plein d'autres révolutions. En 2010, voilà, il y a la version 4 avec les parallèles extensions, tout ce qui va être parallel link, la task parallel library, qui permettait de se dire, à cette époque-là, on commençait à avoir des CPU qui avaient plusieurs cœurs. Donc l'objectif, c'était de simplifier pour le développeur l'utilisation des différents cœurs. Il y avait les codes contracts aussi, qui sont restés assez anonymes, mais on pouvait implémenter des codes contracts au niveau de ces méthodes, et le framework allait automatiquement vérifier si le contrat sur les paramètres et autres était rempli, sur des invariants aussi. C'est resté assez confidentiel, mais ça existe. En 2012, on continue. Donc il y avait ASP.NET MVC, on sort ASP.NET Web API, parce qu'il faut bien qu'on ait une réponse sur la partie REST, justement, et JSON. Mais, ok, donc on a continué comme ça, mais 17 ans plus tard, ça donne quoi d'après vous ? 17 ans plus tard, ça donne ça. C'est un empilement de couches géologiques, parce que le .NET Framework, en fait, c'est un gros monolithe. Et avec la stratégie de Microsoft, qui est toujours de dire, les applications qui ont été développées il y a 20 ans, il faut toujours qu'elles fonctionnent. Donc, on a rajouté des API, on a rajouté des features, mais tout ce qui existait devait pouvoir continuer à fonctionner, jusqu'à un moment où, finalement, on n'arrive plus à faire évoluer parce que quand on change quelque chose dans le runtime ou dans les API, ça casse le reste. On a des problématiques de perf parce que finalement, quand on veut optimiser pour plutôt la partie application web, eh bien, ça a des conséquences sur les applications desktop. Enfin, tout un tas de choses comme ça, de problématiques. J'imagine que vous avez déjà vécu ces problématiques-là de développement de grosses applications monolithiques, et au bout d'un moment, on n'arrive plus à les faire évoluer. Et c'est là que est arrivé... j'ai plus internet. Donc le 12 mai 2014, c'est pour ça qu'il a été annoncé le reboot de .NET. Donc d'abord avec ASP.NET VNext. L'idée c'était de se dire, ok, on va redémarrer par une toute petite partie. On ne va pas réécrire le .NET Framework. L'idée de base, c'était de se dire, on veut pouvoir développer des applications web performantes, cloud native. Donc on va remettre ça sur l'établi en disant tout va être focalisé sur d'abord développer des applications cloud native performantes avec par exemple l'inspiration des 12 factors et autres, et on va redémarrer, on va réécrire un runtime avec un certain nombre de règles. Et 2 ans plus tard, effectivement, la première version de cette ASP VNext est vivant, et ça donne .NET Core 1.0. Donc .NET Core 1.0, c'est pareil, mais c'est différent. C'est ça qu'on aime bien chez Microsoft, c'est on garde le même naming, on change des choses. En fait, la seule chose qui est vraiment commune au départ, c'est le langage C# et le fait qu'il y a un runtime. De loin, il y a quasiment que ça, et puis ça s'appelle ASP.NET. Même quand on fait du ASP.NET MVC, le ASP.NET MVC de .NET Core 1.0 n'a déjà plus rien à voir avec le ASP.NET MVC du .NET Framework. Il y a plein de choses de breaking changes. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi rebooter, à quoi ça sert? Alors quand ils ont rebooté, la première chose, ils se sont dit, maintenant ce sera open source. .NET Framework, on ne pouvait pas l'open sourcer parce que à la genèse de .NET Framework, eh bien, il n'y avait pas que Microsoft, il y avait un certain nombre d'autres acteurs, je crois Intel notamment, puis d'autres, et il y avait des brevets. Donc il y a des morceaux de .NET Framework que de toute façon on ne pouvait pas open sourcer à cause de ces brevets. Donc là l'idée c'est de se dire, on repart complètement et dès le départ en open source. Le deuxième point, c'est que dès le départ ça doit être cross-platform, donc ça c'est un engagement fort.
de dire ça tournera sous Windows, sous Linux et sous Mac OS X. Ensuite, ça devra être flexible, c'est-à-dire que ça doit être complètement indépendant de Visual Studio, parce que souvent .NET, C# c'était associé à Visual Studio, et si on n'avait pas Visual Studio, on ne pouvait pas faire .NET et C#. Et donc là, l'idée est de se dire, on choisit que ça soit cross-platform, donc Visual Studio, ça n'existe pas sur Linux et Mac OS X, donc il faut que tout l'outillage il soit flexible, donc il y aura une CLI qui permettra de tout faire. Ce sera performant, et ce sera un objectif, donc toujours mesurer qu'il n'y ait pas de régression sur la performance, ça je vais y revenir. Et on garde l'idée de base qui est de dire, ça, par contre, ça doit être un framework qui doit être tout terrain. Ça, c'est une des promesses de base aussi de .NET, c'est de dire, avec .NET, je vais pouvoir faire des applications desktop, je vais pouvoir faire du web, je vais pouvoir faire du mobile, je vais pouvoir faire plein de choses, et ça, c'est une des objectifs qui se fixent au départ. Même s'ils recommencent que sur la partie web, ils avaient ça en tête. Ok. Alors, c'est le défaut d'avoir une présentation web. S'il n'y a pas de web, tout de suite, ça devient plus compliqué. Non, qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est revenu. Ok, donc c'est open source. Donc ça, c'est des stats qui commencent à dater un petit peu. Mais donc dès le départ, c'est open source. Et donc dans ces chiffres-là, sur .NET et sur le runtime, il y a plus de 3000 entreprises qui ont contribué et avec plus de 16 000 contributions qui viennent justement de la communauté. Et ça, c'était en janvier 2018. Donc les dernières barres, c'est janvier 2018, donc c'est déjà il y a quasiment 2 ans. Donc beaucoup de contributions open source. Mais dire c'est open source, ça suffit pas. Donc en fait, Microsoft a déporté la propriété de .NET à la .NET Foundation. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, la plupart des gros acteurs, notamment du cloud, font partie de la .NET Foundation. Microsoft, Google, AWS, finalement, sont tous les trois dedans. Derrière, on retrouve Pivotal, on retrouve Red Hat, on retrouve Samsung. Samsung a choisi .NET Core, par exemple, pour ses téléconnectés. JetBrains. Et pour la partie 3D jeux vidéo, il y a Unity. Donc ils sont tous dedans, et finalement, ils contribuent tous à l'avenir de .NET. Et ça, c'est des chiffres plus récents. Donc aujourd'hui, sur tous les projets de la .NET Foundation, il y en a 56 projets open source. Donc il y a bien sûr donc, le .NET Runtime, il y a les librairies, il y a PitchPy.io dont j'ai évoqué tout à l'heure, il y a tout un tas d'autres projets comme ça. 56 projets actifs supportés par la .NET Foundation, avec 61 000 contributeurs et 3700 entreprises impliquées. Donc on est loin des chiffres, bien évidemment, de la communauté Java, si on compare, ou de la communauté JavaScript, qui a un spectre beaucoup plus large, mais sur ce sujet de l'open source, c'est vraiment quelque chose de sérieux. C'est cross-platform. Allez, je vais être courageux, je vais revenir en plein écran en me disant que ça va fonctionner. Donc en cross-platform, ce qui est à regarder, c'est que 90% des lignes de code sont partagées complètement avec les 3 OS. Il y a à peu près quasiment 30 000 lignes de code, enfin ça c'était avant l'arrivée de WPF et WinForm dans .NET Core 3.0. Il y avait à peu près 30 000 lignes de code spécifiques à Windows. Et par exemple, si on voulait savoir pour Linux, on prenait les 17 500 lignes de code spécifiques à Unix, plus le millier de lignes de code spécifiques à Linux. Voilà. Et en gros, globalement, on avait 18 500 lignes de code spécifiques pour Linux. Pourquoi il y avait déjà plus de lignes de code pour Windows? Parce qu'il y avait quelques fonctionnalités comme la base de registre, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui existe sous Windows, qui n'existe pas sous Linux. Donc voilà, il y a quelques lignes de code spécifiques à l'OS. Flexible, c'est la CLI. Je vais y revenir tout à l'heure quand je vais faire des démos. Performant, un des sujets qu'on regarde vraiment, c'est donc le Tech Empower Web Framework Benchmark, donc il vaut ce qu'il vaut, mais il commence à être connu. Les différents tests sont sur GitHub en open source, donc on peut regarder comment les gens ont implémenté leurs tests. Et ça teste globalement 201 frameworks web, donc de différents langages, différentes stacks, sur différents scénarios. Donc globalement, si on regarde sur les 201,
la position de .NET Core, ça varie de environ 30e à, pour le scénario du data update, 9e, 8e place. Alors, pourquoi il y a 2 colonnes? C'est parce que les tests ils sont exécutés une fois sur des machines physiques, voilà, plus scénario on-prem, et une fois sur des machines cloud. Alors moi j'aime bien toujours prendre du recul sur les chiffres que je regarde, et ce qui est très très marrant, c'est de se rendre compte qu'il y a des frameworks qui ont des résultats très très différents entre des machines physiques et des machines cloud. Mais la grosse différence, c'est que ce que ça sous-entend, c'est qu'ils ont des optimisations pour des CPU spécifiques, type Xeon ou autre, et que quand ils arrivent dans un environnement cloud où en fait ils ne maîtrisent pas quel type de CPU il y a en dessous, et bien en fait leurs optimisations elles disparaissent. Et ce qui fait que .NET Framework, enfin .NET Core et d'autres frameworks web remontent en performance parce qu'ils n'ont pas ces optimisations spécifiques. Et donc pour revenir sur le scénario moi, que je trouve le plus parlant, c'est le scénario du data update. Parce que le scénario du data update, c'est le scénario où le test va prendre des données dans une base de données, va les ramener, va faire des modifications sur les données et va les réécrire. Globalement, c'est quand on fait une application web, généralement plutôt le scénario qu'on fait. On fait aussi pas mal de read, mais c'est le scénario le plus complet. Et sur celui-là, on est, que ce soit sur des machines physiques ou des machines cloud, on est dans les 10 meilleurs frameworks. Et aujourd'hui, ça c'est monitoré, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils font dans la CI/CD de .NET Core, qu'il y a des commits, qu'il y a des choses qui passent dans la branche master, ils relancent le jeu de test pour vérifier qu'ils n'ont pas dégradé les performances. Donc ça c'est un point très très important. Tout terrain, eh bien en fait les capacités de .NET sont encore en train de s'agrandir. Bon, on savait déjà qu'on pouvait faire du desktop, on savait déjà qu'on pouvait faire du web. Avec l'arrivée du cloud, bien évidemment, on peut faire du .NET pour faire des applications cloud, quel que soit le cloud. On peut faire du mobile, il y avait Xamarin est toujours là et se porte bien. On peut faire du gaming avec Unity notamment, et puis DirectX, donc on peut faire des jeux vidéo. On peut faire de l'IoT, il n'y a pas de problème là-dessus aussi. Et on peut faire de... Alors, AI, je déteste ce terme, ils appellent ça AI, intelligence artificielle, on peut faire du machine learning. Globalement, il y a 2 sujets qui nous permettent de faire ça en .NET. C'est l'arrivée de .NET for Spark. Donc pour ceux qui aiment bien faire un peu de Spark, et bien en fait maintenant je peux faire du Spark en écrivant mon algo en .NET. Et profiter du fait que le cluster Spark va distribuer mes calculs sur les différents nœuds du cluster. Donc ça c'est plutôt cool. Plus besoin de, quand on s'y connaît bien en .NET, de s'embêter à apprendre un autre langage. Et puis il y a aussi la librairie ML.NET, qui est une implémentation .NET de tout un tas de langages, d'algorithmes de machine learning, qui est capable de sérialiser, désérialiser des modèles faits en TensorFlow ou en Onyx par exemple, qui sont sérialisés en Onyx. Et globalement, c'est une agrégation dans cette librairie de pas mal d'algos qui avaient déjà été implémentés à droite à gauche chez Microsoft et qui ont été réunis en une librairie pour faire une librairie qui vous propose tout un tas d'algorithmes de machine learning que vous pouvez exécuter en local. Donc il continue toujours à respecter cette problème de j'utilise .NET et je suis tout terrain, je peux faire plein de choses. Bien évidemment, si on prend chaque sujet, sur chaque sujet, vous trouverez un langage, un framework, une stack qui est plus performante, plus pertinente sur ce sujet-là. Mais en général, une stack, un langage qui est plus performant sur un sujet, il le sera moins sur la largeur. Donc il faut faire le choix, est-ce que je veux le langage hyper spécifique pour répondre à ce besoin-là, ou est-ce que je préfère avoir un langage plutôt large? Ça c'est un choix, chacun ses préférences. Donc tout ça c'est bien, mais ça sert à quoi? Et c'est là où je vais passer en mode démo. Ça sert à innover, c'est un peu le sujet. Tout à l'heure je vous ai dit qu'on était arrivé en mode monolithe, et qu'on n'arrivait plus à avancer, et que .NET Core c'était un reboot, et c'était un reboot pour pouvoir refaire des choses un peu fun. Alors des fois, le reboot, on commence pas tout de suite par faire des choses fun, on fait des choses utiles. Par exemple, dans .NET Core 3, là, qui vient de sortir, on vient d'annoncer le support de, l'implémentation de gRPC. Donc gRPC, qui connaît gRPC? Pas trop de monde. Donc Google Remote Procedure Call, c'est un protocole open source qui est aujourd'hui très prescrit quand vous faites des architectures microservices pour la communication intra-microservices, parce que c'est du binaire, c'est compressé, donc ça va être ultra rapide pour la communication intra-service. Et surtout,
il est polyglotte. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des stacks de développement, que vous soyez en Java, que vous soyez en C++, que vous soyez justement en .NET Core, ont leur implémentation de ce protocole, ce qui fait que ça respecte bien l'idée des microservices. Je peux avoir un microservice en Java, un autre en .NET Core. Ils peuvent discuter entre eux via leur implémentation de gRPC. C'est standard. Enfin, c'est standard. C'est un standard de facto, du coup. Donc là, comment ça se passe? Globalement, hop, j'ai un fichier proto. Donc là, désolé, j'ai pas l'incloration syntaxique. Donc dans lequel finalement c'est très descriptif. Je vais décrire quel va être le nom de mon namespace, dans quoi va être ce service, dans quel package je vais le mettre. Ce service, il va s'appeler Greeter, et là je suis en train d'écrire qu'il va avoir une procédure qui va pouvoir être appelée à distance. C'est la procédure sayHello qui va prendre donc un message de requête et qui va renvoyer un message de réponse. Et puis globalement en dessous, ici dans hello request, je décris c'est quoi mon message. Mon message, il va avoir une propriété name de type string, et ma réponse va avoir une propriété message de type string, et je pourrais mettre tout un tas d'autres propriétés si je veux. Donc voilà, je décris ça avec mon fichier proto. Ce qui est intéressant, c'est comme je vous disais, c'est ça, ce fichier proto là, je le donne à quelqu'un qui est en Java. Lui, dans sa stack Java, il va avoir quelque chose qui va être capable d'implémenter le service aussi. Et derrière, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, donc toute la tuyauterie d'implémenter justement la tuyauterie, ça c'est le runtime et le framework qui va le prendre et le faire pour moi. Moi, je vais juste avoir besoin d'implémenter ma classe GreeterService et dire qu'elle hérite de la classe GreeterBase du package Greeter. Et donc ça, globalement, en gros, GreeterBase, c'est une classe générée automatiquement pour moi. Et donc moi, je n'ai plus finalement, donc dans la classe dont j'hérite, il y a toute la tuyauterie que je n'ai plus à gérer. Et là, je n'ai plus qu'à implémenter ma méthode. Donc par exemple, dans sayHello, si j'envoie un message, eh bien, je vais juste retourner la même chaîne de caractères en rajoutant hello au début. Je fais juste ça. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et ici, derrière, alors comme je suis en mode dev, je lui dis juste mets pas de HTTPS, t'es en mode dev, t'es sur Mac OS X, ça va pas fonctionner. Hop, donc ici j'ai plus qu'à faire un .NET Run. Qui devrait fonctionner. Voilà, donc là, mon serveur gRPC est démarré. Maintenant, j'ai mon implémentation cliente. Donc, je l'ai déjà préparé ici. Donc ça, c'est la classe de démarrage. Donc ça, c'est un programme console. Vous voyez, j'ai un main. Ici, je vais lui dire pareil, tu te mets en HTTP et pas en HTTPS. Tu vas te connecter sur un channel qui est le localhost 5000. C'est là-dessus qu'écoute mon serveur. Je vais lui dire, ok, tu me crées un greeter client. Et ici, tu vas appeler sur ce client la request sayHello en mode asynchrone. En plus, automatiquement, il fait tout en asynchrone. Donc ça, c'est plutôt bien. Et comment j'ai implémenté ça? En fait, dans cette autre solution, dans cet autre projet, j'ai aussi mon fichier proto, donc le même que côté serveur. Il n'y a pas besoin que je fasse la différence. Je partage le fichier proto entre les deux projets, le projet serveur et le projet client. Et du coup, comment je dis à .NET que là c'est la version cliente? C'est tout simplement que dans le fichier projet, je lui dis tu inclus le fichier protobuf, et là, ici, ce que tu me génères, c'est les classes clientes, pas les classes serveurs. Et donc du coup, ici, hop là, j'ai dit, hop, on va rajouter 2019, et je vais faire un .NET Run, voilà, et il va aller interroger mon client. Bon, il n'y a rien de très... vous allez me dire, ouais, mais finalement, si c'est un protocole, il n'y a rien de très novateur là-dedans. Effectivement, se redonner des marges de manœuvre pour innover, ça passe des fois juste par rattraper le retard qu'on avait un peu pris, et toutes les autres stacks ayant leur implémentation de gRPC, par exemple, c'était important d'avoir notre implémentation de gRPC. Maintenant, on va aller voir des choses qui sont un peu plus rigolotes, et qui sont pas prod ready,
Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont entendu parler de WebAssembly? Ouais, il y a des mains qui se lèvent. Pas beaucoup. Donc WebAssembly, c'est une sorte de langage intermédiaire binaire qui est standardisé, qui s'exécute dans le navigateur. Donc tous les navigateurs modernes implémentent WebAssembly 1.0 et ça permet d'avoir du code binaire qui s'exécute dans le navigateur avec une interopérabilité avec JavaScript. Par exemple, si vous, faites vous développez en Rust, ils ont dans leur compilateur une option pour compiler en WebAssembly, ce qui fait que vous pouvez exécuter le binaire qui compile dans votre navigateur. Eh bien, en fait, on a fait un peu la même chose avec Blazor, Blazor WebAssembly, et du coup, je vais pouvoir exécuter du .NET dans le navigateur. Rassurez-vous, on ne vous refait pas le coup de Silverlight, puisque là, on est sur un standard, c'est-à-dire qu'on compile vers WebAssembly, qui est un standard implémenté par tous les navigateurs. Donc là, je vais créer un nouveau projet. Hop, .NET Blazor. Donc, en quoi ça consiste? Eh bien, un projet Blazor, je vais avoir des pages. En plus, ça va avec le nouveau modèle d'implémentation. Donc, je vais avoir des modèles de pages. La manière dont on gère nos modèles de pages, c'est un peu... alors, je ne suis pas un expert, mais globalement, ça reprend un peu les concepts. Je vais plutôt montrer celui de Counter, par exemple, de React avec les fichiers JSX, si je ne dis pas de bêtises, où en fait, on a la partie présentation et la partie code dans le même fichier pour avoir un composant complet. Donc là, on a une implémentation... On peut faire du Blazor Component, justement, et avoir cette notion-là. Donc ici, j'ai ma page. Donc, je décris ici qu'elle va répondre sur l'URL, donc le host / counter. Je dis ce qu'elle va afficher. Donc là, j'ai mon code HTML. Dans mon code HTML, je dis ici que j'ai une variable current count. J'ai un bouton et mon bouton sur son attribut va appeler la méthode increment count. Sauf que là, c'est pas du JavaScript, c'est du C# qui est ici, dans cette section du fichier définie ici. Donc ma méthode increment count, elle est présente ici. Si jamais j'aime pas cette version où je mets le code dans le fichier, et j'ai toujours la possibilité de faire un fichier counter.razor.cs et de déporter mon code C# dans un fichier à part. Mais c'est pas mal parce que ça reprend quand même l'idée des components, parce que si je prends une autre page, par exemple si je prends la page d'index, vous voyez ici que dans mon code HTML, j'ai une balise surveyPront. Cette balise-là, elle n'existe pas en HTML, et d'ailleurs, ma complétion me dit, dis donc, ça va pas, elle n'existe pas cette balise-là. Bah ouais, parce que ça en fait, c'est pas du HTML, c'est un composant que j'ai été définir ici, et donc ici, dans surveyPront, j'ai du coup mon composant donc, que je vais pouvoir utiliser dans différentes pages. J'ai mon composant, et mon composant, je lui mets aussi du code, et notamment ce code, ça me permet de définir un paramètre obligatoire qu'on doit fournir à ce composant-là au moment où on l'appelle à son instantiation. Donc si je reviens sur ma page, donc là j'étais sur ma page surveyPront pour montrer le component. Si je reviens ici, eh bien on a bien, via l'attribut title de la balise surveyPront, eh bien je lui passe bien un paramètre. Donc quand il va instancier mon component, il va bien lui passer ce paramètre. Donc ça c'est la manière, je dirais, d'implémenter le fonctionnement de Razor. Mais ce qui est assez sympa, c'est que là, ici, si je fais du coup .NET Run, on va avoir des choses assez rigolotes. Donc pendant qu'il se lance, comment ça fonctionne un peu plus sous le capot? En fait, pour le moment, mon code C#, il va pas... alors, forcément, je vais avoir un effet démo. Que t'arrive-t-il? Mais oui, je sais ce qui t'arrive. J'ai oublié d'arrêter l'autre serveur. Forcément, ils se battent tous les deux pour le même port. Voilà. Donc aujourd'hui, on compile pas directement le code C# en WebAssembly. Plus exactement, c'est le runtime mono
qui lui a été compilé en WebAssembly. Et quand je vais charger ma page, en fait, il y a le runtime mono qui va se télécharger en WebAssembly. Et ça va être intéressant. Alors, petite chose ici, là je vais remonter un petit peu, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il a fait tout un tas de choses au départ. Donc il a masqué. C'est que quand il a compilé, parce qu'il faut éviter que l'application soit trop lourde, il a analysé mon code IL, et contrairement à avant, quand on faisait du .NET Framework, tout partait avec. Là, tout ce qui est non nécessaire, avec le IL linker de .NET Core 3.0, il l'enlève. C'est-à-dire, tiens, en fait, cette partie-là du framework, tu t'en sers pas, donc je vais pas la mettre avec ton code, ça sert à rien. Celle-là, tu t'en sers pas non plus. Alors ça, c'est très bien. C'est un peu dangereux quand vous faites beaucoup de réflexion, par exemple, et que vous appelez vous chargez des classes dynamiquement, parce que potentiellement, il pourrait enlever un truc, puisque lui, il ne sait pas analyser que vous l'appelez dynamiquement. Mais sinon, quand vous ne faites pas de réflexion, c'est super sympa. Hop. Toc. Voilà. Et donc maintenant, je charge ma page. Donc ma page, elle est plutôt sympa. Voilà, c'est mon petit projet. Je vais là, je fais clic, c'est super sympa. Je fais fetch data, hop, c'est rigolo. Du coup, hop, je vais voir les développeurs tools. Hop. Tac. Je voudrais vous montrer le network. On va recharger la page parce que c'est là que ça va être rigolo. Regardez, il y a des DLL qui se chargent dans le navigateur. Ah ouais, parce qu'en fait, comme dans les DLL, ce qui est compilé, c'est du code de l'IL, du code intermédiaire, intermediate language, et bien, du coup, je charge mes DLL comme d'habitude. Quand l'application démarre, il doit être là-haut. Il est où Mono? Il est là. Donc je vous avais dit, il y a un fichier Mono.js qui est du JavaScript. Dans ce JavaScript, il va juste bootstrapper l'appel de la partie WebAssembly qui est dans Mono WebAssembly. Et ça, c'est le runtime. Donc le runtime, finalement, .NET va démarrer et va démarrer l'application qui est dans mes DLL, comme le runtime démarrerait une application quand elle est sur mon desktop. Et donc j'ai mon application qui a démarré. Et si je continue, ici, si je fais click me, donc c'est une vraie single page application, c'est qu'ici, si je fais click me, il n'y a pas d'appel sur le réseau. Par contre, ici, mon fetch data, il va aller chercher un fichier JSON dans lequel il y a des datas, et hop, il a bien été récupéré mon fichier weather.json sur la partie serveur. Donc là, avec donc Blazor WebAssembly, ça me permet de développer des applications qui sont single page applications. Tout se passe dans le navigateur en C# avec .NET. Donc voilà, rebooter .NET, ça permet de recommencer de l'innovation et de faire des choses un petit peu comme ça. Donc en ce moment, il y a des expérimentations en cours, parce que ça, par exemple, moi je me suis amusé à le faire tourner dans une application, enfin dans Electron. Parce que comme c'est complètement standard, je bootstrap mon application dans Electron et je me retrouve avec une application desktop Electron que j'ai développée en C# et Razor. Donc plutôt sympa. Et du coup, mon application, elle fonctionne sous Linux, sous Mac OS X et sous Windows. Donc ils sont en train de faire des expérimentations comme ça. Pour le moment, Blazor WebAssembly, c'est en preview, c'est plus en expérimental, donc ça veut dire qu'on va le shipper, on va l'emmener vraiment en mode production ready. Toutes les autres expérimentations, ça reste de l'expérimental, Electron, même du natif. Parce qu'en fait, par exemple là, ça fait du rendering HTML, mais comme ils ont fait ça de manière modulaire, le renderer de Blazor, il peut être remplacé par un renderer qui rend des composants natifs du système. Et ils ont commencé à faire des petites expérimentations comme ça pour voir si finalement ça permettrait pas de faire des applications natives directement. Voilà, mais du coup, et ce qui est bien, c'est comme c'est open source, en plus c'est la communauté qui s'amuse à faire ces expérimentations-là, ils font des devs, ils expérimentent, et puis ils disent « Ah ouais, mais ça en fait ça a du sens », et quand on voit qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par un sujet, ils le creusent, et ça pourrait donner dans les mois qui viennent des directions assez rigolotes. Voilà pour les petites démos. Nickel, il me reste 5 minutes, impeccable. Je vais retrouver... Non, elle est où? C'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Hop là. Je vais revenir à ma présentation. Ok, donc là on vient d'y répondre. Dans les choses en plus, si on parle concrètement, donc pour .NET Core 3.0 qui vient de sortir, le support de C# 8, donc il y a des choses assez sympathiques, comme les
il y a l'instruction switch, mais maintenant il y a les expressions switch aussi qui permettent de faire des choses assez rigolotes dans l'écriture. Il y a, avant, quand on compilait avec 2.0, par défaut, on n'avait pas un exécutable, on avait quelque chose qu'on pouvait lancer en faisant .NET Run, et puis si on mettait une option dans la compilation, on pouvait avoir un exécutable. Là, ils ont inversé. Maintenant, par défaut, on a un exécutable qui est dépendant du runtime, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le runtime .NET Core d'installer 3.0 sur la machine, là, il va vous dire « j'ai pas le runtime ». Par contre, ça va avec le troisième point, maintenant on peut aussi dire « je veux un exécutable qui est complètement autonome ». Alors bien sûr, si vous faites ça, il faudra dire tu me le compiles une fois pour Windows, tu me le compiles une fois pour Linux, une fois par Mac OS X, donc ça vous fera 3 exécutables. Par contre, l'exécutable, il sera complètement autonome, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y aura le runtime et tout ce qu'il faut du runtime. Et donc du coup, vous vous retrouvez avec un exécutable que vous mettez sur une clé USB, que vous passez de machine Linux en machine Linux ou de machine Mac en machine Mac, ça fonctionne. On ne l'a pas inventé, on a vu que les gens qui faisaient du Go, ils adoraient ça, donc on s'est dit, bah tiens, on peut le faire, ça ne mange pas de pain. Le problème de ça, c'est qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, si on embarque à chaque fois tout le runtime dans ce fichier qui est autonome, ça fait des exécutables qui sont très très lourds. D'ailleurs, c'est un peu le défaut côté Go. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur, ils ont travaillé, je ne vais pas m'inclure dedans, sur la partie IL Linker qui fait l'analyse de ce qu'utilise vraiment votre code et enlève toutes les parties du runtime qui ne sont pas nécessaires, ce qui permet de réduire la taille de l'exécutable. Ils font de la compilation par niveau aussi, c'est-à-dire ils vont analyser votre code et ils vont compiler des parties de votre code quasiment déjà, enfin dans une première couche de langage intermédiaire et voire même de langage machine, c'est-à-dire que là vous allez donner la target aussi que vous ciblez de manière préférentielle. Ça sert à quoi? Ça sert à accélérer le startup de votre application. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va réanalyser après à l'exécution. C'est on va dire une première version de la compilation. Et puis au cours de l'exécution de votre application, il va la réanalyser, la recompiler définitivement pour optimiser encore plus le code. Mais ça permet d'avoir un startup. Donc il y a plein d'options assez complexes. Et il faut vraiment creuser dedans pour bien les maîtriser, mais pour toutes les problématiques de startup, d'application. C'est vrai que pourquoi? Parce que ça c'est devenu un enjeu critique avec tout ce qui est serverless, par exemple dans le cloud. C'est-à-dire que quand on fait du serverless, on fait du Azure Function, du AWS Lambda, du Google Function, l'idée c'est de dire mon application elle n'est pas démarrée et le système va exécuter mon code quand il en aura vraiment besoin. Mais si mon runtime il met 3 plombes à démarrer, je vais à chaque fois avoir un call start assez énorme. Et donc ça c'est super important de bosser sur ce genre de sujet. Les local tools, le major version roll forward, vous pouvez dire mon application, je suis assez confiant, elle fait pas des trucs, donc tu la passes, elle démarre toujours avec la dernière version du runtime qui est installée sur la machine, même si c'est pas forcément avec cette version-là qu'elle a été compilée. Les async stream aussi, ça c'est assez sympa, enfin voilà, il y a plein de choses. Et le plus gros sujet, je donne juste un petit mot, c'est Windows Desktop. Donc ça, par contre, ça a eu beaucoup d'impact dans la communauté, parce que c'est une entorse au cross-platform. Donc on a implémenté, enfin Microsoft a implémenté Windows Desktop, donc ils ont porté WinForm et WPF, donc les stacks d'applications clientes de Windows sur .NET Core 3.0. Donc aujourd'hui, vous pouvez prendre une application WPF et la porter en .NET Core 3.0. Il y a des chemins de migration et ça marche plutôt bien, hein, c'est-à-dire que le travail à faire est assez faible. Les gens qui ont déjà commencé à le faire, en plus, se rendent compte que comme le runtime .NET Core a été travaillé pour la performance, en général, ils gagnent sensiblement en termes de réactivité de leur application sans rien avoir fait. Ils sont juste passés à .NET Core et tout d'un coup, leur application elle est plus fluide. Par contre, effectivement, ça pose un problème parce que Microsoft a dit, nous, on le fait parce qu'un jour, on aimerait bien plus avoir à faire de la maintenance sur WinForm et WPF pour .NET Framework. Ils ne l'ont pas dit comme ça, mais je pense qu'il faut l'entendre comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont de la maintenance à faire sur WinForm et WPF, et ils aimeraient bien que le maximum de personnes passent sur WinForm WPF en .NET Core, parce que c'est le futur. Et la communauté râle, bien évidemment, en disant « Ouais, mais ça, c'est une entorse au cross-platform. » Mais il y a des gens qui se lancent à essayer de faire des implémentations Linux ou Mac OS X de WinForm et WPF. L'autre raison pour laquelle Microsoft a dit on le fera pas, c'est qu'ils ont dit on n'a pas assez de connaissances
nous en interne de la stack X11 et de la stack graphics de Unix, Linux et Mac OS X pour faire le portage. Donc ce ne serait pas efficace. Qu'est-ce qui vient à la suite? Alors en 2014, on s'est retrouvé avec 3 implémentations du runtime, du coup, le .NET Framework, la première version du .NET Core, et puis le runtime Mono qui est utilisé dans Xamarin et dans WebAssembly pour le coup. Hop, je finis rapidement. En 2016, on a bien entendu les feedbacks et du coup, ils ont sorti .NET Standard. Ça, .NET Standard, ça garantit, c'est pas une implémentation, c'est une spec d'API qui dit chacun des runtime va garantir qu'il implémente bien le set d'API dans la spec .NET Standard. Donc il y a eu la version 1.0, on a augmenté dans la version 2.0. Il y a une version 2. Qui est compatible avec .NET Core 3.1 et la suite. Par contre, faites attention, c'est-à-dire que .NET Standard 2.1 ne sera jamais supporté par .NET Framework 4.8. Il faut suivre, attention. Donc .NET Framework 4.8, c'est la dernière version de .NET Framework. Ils ont dit, ça c'est fini, on n'ira pas plus loin, il n'y aura plus d'évolution sur .NET Framework, il faut que tout le monde l'entende. On a fait .NET Standard 2.0, on a porté 80% des API de .NET Framework dans .NET Core. Le 20% des API restantes, on considère que ce n'est pas le futur, donc on ne va pas les porter. Ça évitera aux développeurs de les utiliser et d'aller dans une impasse. Et donc le chemin pour récupérer son code, c'est de mettre tout ce qu'on peut dans une DLL .NET Standard 2.0. Tout ce qui ne rentre pas là-dedans, bah, il va falloir se dire je vais devoir le réécrire. Et puis prendre sa DLL .NET Standard 2.0, redémarrer un nouveau projet .NET Core et les morceaux qui nous manquent, les implémenter. Globalement, le chemin de migration, c'est ça. Après, il y a des outils maintenant qui vous aident. Donc ça, c'est .NET Standard. Ensuite, ça, c'est le futur. C'est l'année prochaine, c'est .NET 5. C'est l'unification. C'est-à-dire que là, c'est encore une infra... zut, j'ai encore fait des bêtises. C'est une infrastructure où les runtimes sont unifiés. Alors, dans le détail, il y aura encore quand même 2 runtime, Mono et celui actuel de .NET Core, qui vont se rapprocher de plus en plus, mais pas complètement. Ce sera des cibles de compilation, en tout cas sur ce qu'ils targetent aujourd'hui, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que Mono est très très optimisé pour le head of time, et .NET Core est très très optimisé pour le just in time en termes de compilation, et qu'ils n'arriveront pas à mettre ces 2 optimisations-là dans un seul runtime et un seul compilateur, c'est pas possible. Voilà, et ensuite, j'en finis là, maintenant pour donner un peu de visibilité, il y aura une version tous les ans majeure, avec une LTS tous les 2 ans. Donc la version 3.1 là, de novembre va être LTS, donc Long Term Service, et la prochaine LTS, ce sera dans 2 ans. Ce sera la .NET 6. Donc ça, c'est un point à donner, c'est que maintenant, il y a une vision, une roadmap et une version majeure tous les ans. Voilà, c'est fini. Si vous avez quelques questions, on peut y aller. Oui. Merci pour la conf. Moi j'ai une question, alors je ne suis pas du tout dans le milieu .NET, donc je ne connais pas du tout, mais je me suis déjà intéressé pour faire du C# et du WPF du coup. Ouais. Et à ce que j'ai compris apparemment avec .NET Core, maintenant .NET Core 3 c'est multiplateforme, tout ça. Du coup, est-ce que sur mon Linux, je peux faire du WPF XAML Non, c'est ce que, alors, ce que je disais tout à l'heure. Ou est-ce que ça sera possible de le faire un jour? Aujourd'hui, c'est pas possible. Il y a des projets open source comme le projet Avalon par exemple, ou d'autres projets qui ont commencé des implémentations. Ceci dit, ils tombent souvent sur des points durs, c'est que WPF, c'est développé au-dessus de DirectX, donc ça utilise à fond la carte graphique qu'il y a dans les PC, et c'est pas simple de redévelopper ça. Et finalement, porter ça, même les communautés qui ont voulu le faire, souvent ils se sont cassés les dents. Le portage le plus avancé en termes de stack graphique, ça a été le portage de WinForm, qui avait un peu commencé par Mono. Là, il y a des choses qui avancent. Mais aujourd'hui, alors là, comme je suis plus employé de Microsoft, je peux parler. Mon point de vue, c'est que le futur, le standard des applications cross-platform, il existe déjà. Il s'appelle HTML5, CSS, JavaScript et les Progressive Web Apps. Oui, aujourd'hui, il y a des choses qui sont un peu
On n'est pas complètement au niveau de ce qu'on peut faire avec une application native, parce que des fois, il manque les OS évoluent plus vite en termes de ce qu'il y a dedans. Mais le standard, il est là. Quand on veut faire une application cross-platform, c'est une progressive web app ou une application dans Electron, par exemple. Moi, je pense qu'on va plus, dans le futur, aller dans ce... Mais ça, c'est un avis personnel qui n'engage que moi. Parce que moi, justement, je fais du web actuellement, et du coup, j'ai voulu m'intéresser à l'application lourde pour justement, par exemple, faire du traitement vidéo, tout ça, mais même dans le web, je ne peux pas me permettre d'uploader une vidéo de 4 Go pour la traiter après. Oui. C'est pour ça que je voulais savoir si Microsoft travaillait à ce que rendent multiplateforme WPF et XAML. Non. La réponse, non. Ils l'ont dit clairement aujourd'hui, c'est non. Vous avez rapidement parlé d'outils efficaces pour les migrations .NET Framework vers .NET Core. Oui. Est-ce que vous avez des noms? Alors, j'ai pas les noms en tête. Par contre, il y a tout un pan de la doc dans .NET Core sur .NET Core qui est comment on migre. Donc c'est assez bien documenté. Alors il y a à la fois la manière, donc plutôt comment il faut se préparer, ce qu'il faut regarder, et il conseille un certain nombre d'outils pour faire cette migration. C'est dans la doc sur .NET Core. J'ai plus l'URL en tête, mais ça se trouve, c'est documenté. Merci. Bonjour. Est-ce que c'est prévu d'avoir WCF dans .NET Core? Non. La réponse est non. WCF partie cliente, oui. Et WCF partie serveur, non. Ça fait partie des 20% d'API où ils estiment, à tort ou à raison, mais ils estiment que c'est pas le futur. Donc on ne le porte pas. Et le futur sur tout ce qui est communication interservice, c'est gRPC. Parce qu'en fait, tout ce qui était, notamment si vous utilisiez dans WCF, toute la partie NetPipe, donc communication TCP, binaire, bien optimisée, le défaut de ça, c'est que c'était compatible que WCF, alors que gRPC, c'est un protocole binaire, donc très efficace en termes de bande passante sur le réseau, compressé et tout, mais qui lui est polyglotte. Donc il ne vous restreint pas à la stack.NET. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait le choix de supporter gRPC et de dire WCF, on ne le portera pas en .NET Core. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière question. Merci. Oui, alors je voulais rebondir du coup sur la partie Blazor et surtout au niveau des WebAssembly. En fait, le téléchargement des DLL. Aujourd'hui, typiquement, sur une application, que ce soit client lourd ou client léger, il est possible au niveau du runtime d'avoir plusieurs versions d'un même assembly, et ça se fait dans le GAC. Sauf que là, comme on passe par web, le nom de la ressource qu'on va télécharger, c'est le même. Donc, est-ce qu'il y a la possibilité en fait, de supporter ces anciennes applications qui fonctionnent avec plusieurs versions d'un même assembly? Non, parce que ça fait partie des limitations. C'est-à-dire que quand on fait le choix de faire du Blazor WebAssembly aujourd'hui, ouais, il y a un certain nombre de limitations quand même qui sont connues. Ça fait partie des limitations où on n'a pas la possibilité. Ouais, après, sur ce que j'ai montré là, ils vont travailler aussi sur la partie compilation ahead of time. C'est-à-dire que dans l'idée jusqu'au bout, potentiellement, à la fin, ce qu'ils aimeraient, c'est que tout soit compilé en WebAssembly directement, et pas que ça reste en langage intermédiaire. C'est-à-dire que ça ne fait pas forcément de sens, quoi. Okay. Parce que le problème de ça, voilà, si on regarde d'un point de vue, par exemple, application mobile, ça fait quand même pas mal de kilooctets à se balader sur le réseau. Donc, dans un intranet, dans un réseau d'entreprise, pas de problème. Par contre, aujourd'hui, je dis bien, c'est de la preview, c'est de l'expérimental. Je ne conseille pas d'utiliser ça dans une application qui doit aller en prod aujourd'hui. Ouais, surtout que les DLL du coup seront stockés en cache que par domaine et pas cross. Tout à fait. Donc ils font du caching bien évidemment, mais bon, voilà, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais c'est là où c'est intéressant parce qu'on se permet de réfléchir sur des problèmes, de les aborder, et c'est ce que permet le reboot, c'est d'aborder tous ces problèmes-là et de les regarder sous un angle différent. Ouais, c'est une montée en avant aussi, quoi. Ok, ça roule. Merci. 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 On va libérer la salle. Ça marche. Merci à vous. Merci.